Deuxième partie du chapitre 1, étudier la structure génétique d'une population au cours du temps. Donc une population, elle se définit comme l'ensemble des individus d'une même espèce vivant au même endroit. Ces individus se reproduisent entre eux, par conséquent, ils partagent des gènes. Les gènes présentent presque toujours plusieurs versions différentes que l'on appelle des allèles. Comme un individu possède des chromosomes associés par paire pour un gène, il possède deux allèles. Soit ces allèles sont identiques et l'individu est homozygote, soit ces allèles sont différents et l'individu est hétérozygote pour le gène. Dans notre population de pétunia, ici, on constate qu'ils ont trois couleurs différentes. Pour le pétunia, la couleur, c'est le phénotype, c'est-à-dire les caractères visibles déterminés par les gènes que possède le pétunia. Donc dans notre population de pétunia, on a donc trois phénotypes, le rouge, le rose et le blanc. Ce phénotype, ces trois phénotypes plutôt, dépendent de deux allèles, l'allèle R et l'allèle B. Étant donné que les individus ont donc deux chromosomes dans une paire de chromosomes, pour le gène déterminant la couleur des pétales de la fleur, il y a trois génotypes possibles. Le génotype RR, le génotype RB et le génotype BB. Le génotype RR donne des fleurs de couleur rouge, le phénotype RB donne des fleurs de couleur rose, et le génotype BB donne des fleurs de couleur blanche. Ici, on a affaire à des allèles qui sont dits codominants, c'est-à-dire que chacun des allèles s'exprime, c'est pour ça que le rouge et le blanc ensemble donnent du rose. La génétique des populations étudie la distribution et les changements de fréquence des allèles dans les populations sous l'influence des pressions évolutives et sous l'influence de la reproduction. Alors quand on parle de pression évolutive, on parle de quoi? Eh bien on parle d'abord de la dérive génétique. Donc la dérive génétique, ce phénomène concerne les populations qui sont de petite taille. À l'intérieur de ces populations de petite taille, on a un certain nombre d'allèles. Ici, on en a 4, R et B de tout à l'heure, et BL pour bleu et J pour jaune. Au cours des générations successives, on voit se modifier la fréquence des allèles, mais dans un sens toujours à la baisse. On peut constater, après plusieurs générations, par exemple, que l'allèle BL pour le bleu a disparu, et que l'allèle J a fortement diminué puisqu'on est passé de 5 allèles J à 2 allèles J. Les pressions évolutives, c'est aussi les mutations qui sont des modifications dans la séquence de l'ADN qui aboutissent à la création d'allèles nouveaux. Les migrations qui peuvent apporter des allèles lorsque des individus arrivent par migration dans une population en apportant avec eux des allèles nouveaux, ou c'est une diminution des allèles si des individus s'en vont, migrent et emportent avec eux leurs allèles. Les pressions évolutives, c'est aussi la sélection naturelle, qui peut être positive ou négative. Elle est positive lorsque des allèles favorables à des individus sont sélectionnés. À ce moment-là, ces individus qui sont favorisés vont se reproduire davantage et donc transmettre davantage leurs allèles et la fréquence va augmenter au cours des générations. Mais la sélection naturelle, elle peut être négative. Si un allèle est défavorable à un individu, les individus qui portent ces allèles vont moins se reproduire, avoir moins de descendance et la sélection naturelle va aboutir dans ce cas-là à une diminution de la fréquence de cet allèle. Et puis on a aussi pour finir la sélection sexuelle. Donc dans le cas de sélection sexuelle, la plupart du temps ce sont les femelles qui choisissent les mâles et les allèles qui vont être portés par les mâles les plus choisis vont voir leur fréquence augmenter au cours des générations. Et les allèles des mâles les moins choisis vont diminuer au cours des générations. Donc en résumé, la génétique des populations étudie les fréquences des allèles et les fréquences des génotypes. Donc on va revenir à l'exemple de nos pétunias pour comprendre comment on calcule la fréquence du génotype ou la fréquence allélique. Donc la fréquence génotypique, c'est la fréquence de chacun des génotypes dans la population étudiée.
Pour ça, on a une formule. C'est le nombre d'individus possédant ce génotype divisé par le nombre total d'individus. Et dans notre population, on peut la calculer. La somme de toutes les fréquences doit être égale à 1. De même, on peut calculer les fréquences alléliques. La fréquence allélique, c'est la fréquence de chacun des allèles dans la population, sans tenir compte de leur répartition chez les individus. Là, il faut faire attention. Pour un gène donné, s'il y a 2 chromosomes, il y a 2 allèles, et donc, il y a 2 fois plus d'allèles que d'individus. On peut appliquer la formule. La fréquence allélique, c'est le nombre total de l'allèle donné divisé par le nombre total d'individus dans la population, multiplié par 2. Et on peut calculer de la même manière la fréquence des allèles R et B dans notre population de pétunia. Bien évidemment, comme il y a 2 allèles, on a 2 fréquences alléliques, et comme il y a 3 génotypes, on a 3 fréquences génotypiques. Donc, R, la fréquence de R plus la fréquence de B est égale là aussi à 1. On peut noter que la fréquence de R est égale à P, pour avoir une formule générale, et que la fréquence de B est égale à Q, c'est-à-dire la fréquence de l'autre allèle, est égale à Q, et de même, on a P plus Q égale 1. Pour déterminer la fréquence allélique, on n'est pas obligé de compter les allèles. Si on a les fréquences génotypiques, alors on peut en déduire les fréquences alléliques. Par exemple, pour la fréquence de R, la fréquence allélique, c'est donc la fréquence de tous les individus du génotype RR, plus la fréquence des individus de génotype RB, divisé par 2, puisque dans le génotype RB, il n'y a qu'un seul allèle R. Et on peut faire la même formule pour la fréquence de l'allèle B, ce qui nous permet de calculer en utilisant les valeurs de tout à l'heure, les fréquences alléliques R et B. Et là encore, on a bien la somme des 2 fréquences qui est égale à 1. Donc ici, nos calculs, ils concernent un temps donné. On mesure et on calcule les fréquences dans la population à un temps t quelconque. Mais la génétique des populations, comme je l'ai dit, elle s'intéresse à l'évolution des fréquences des allèles dans une population. Il faut donc pouvoir prédire l'évolution de la fréquence des allèles dans cette population. Et pour prédire cette fréquence allélique dans une population, eh bien, on dispose d'un outil qui a été élaboré au début du siècle par 2 scientifiques, Hardy et Weinberg, qui l'ont élaboré de façon indépendante, c'est-à-dire qu'ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais parlé, ils ne faisaient même pas les mêmes recherches, puisque Hardy était mathématicien et Weinberg était médecin. On s'est rendu compte seulement des années plus tard qu'ils avaient élaboré le même modèle. Alors pour pas de jaloux, eh bien, on a appelé leur modèle le modèle de Hardy-Weinberg, qui prédit que dans une population, il y a équilibre des fréquences alléliques d'une génération à l'autre. Mais ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en vrai, en réalité, on veut dire que entre la génération de T0 et la génération de T10, s'il y a équilibre des fréquences, cette fréquence, elle reste la même au cours des générations. Alors, cette règle, ce modèle, il est valable à plusieurs conditions. Tout d'abord, première condition, la population doit être de grande taille afin d'éviter l'influence de la dérive génétique. Il ne doit pas y avoir de mutation, pas de migration, pas de sélection naturelle et pas de sélection sexuelle, ce qu'on appelle la panmixie, afin qu'il n'y ait pas d'influence sur les allèles. Si toutes ces conditions sont réunies, alors le modèle de Hardy-Weinberg prévoit une formule mathématique que P au carré plus Q au carré plus 2PQ est égal à 1. On se rappelle la signification de P et de Q qui sont les fréquences des 2 allèles étudiés. Pour comprendre comment s'applique le modèle de Hardy-Weinberg, on va prendre un exemple concret, nos pétunias de tout à l'heure, mais là avec un effectif plus grand de 100 fleurs, puisque le modèle doit être utilisé avec une population de grande taille. Comme tout à l'heure, on peut calculer la fréquence génotypique.
en appliquant la formule, on obtient comme fréquence pour le génotype RR 0,53, RB 0,42 et BB 0,05. On peut vérifier de tête que la somme de toutes nos fréquences est bien égale à 1. On ne s'est pas trompé dans nos calculs. Donc à partir de nos séquences génotypiques, on va calculer des séquences alléliques avec toujours la même formule, celle de tout à l'heure. Et on obtient deux fréquences alléliques qui sont pour l'allèle R, donc fréquence dite petit p 0,74, et pour l'allèle B, la fréquence petit q 0,24. Donc ça, ce sont nos fréquences alléliques réelles. Et on a encore une fois P plus Q égale 1. Utiliser le modèle de Hardy-Weinberg, c'est comparer les fréquences réelles avec les fréquences modélisées par Hardy-Weinberg. Si les fréquences mesurées sont égales aux fréquences réelles, alors la population est en équilibre pour le gène étudié et elle n'évolue pas pour le gène étudié. A contrario, si la fréquence mesurée, modélisée par Hardy-Weinberg, est différente de la fréquence réelle, alors la population est en état de déséquilibre et le gène étudié n'est pas stable, il est encore en train d'évoluer. On va reprendre notre modèle pour bien comprendre. Donc, les fréquences théoriques du modèle, donc celles qu'on calcule avec Hardy-Weinberg, c'est-à-dire P carré et Q carré et 2PQ. Les voilà. Donc ça, ce sont les fréquences mathématiques modélisées. Maintenant, nos fréquences réelles calculées tout à l'heure. Ce que l'on peut constater, c'est que ce ne sont pas les mêmes. Notre population de pétunia, pour le gène déterminant la couleur de la fleur, la couleur des pétales, elle n'est pas à l'équilibre. Ce qui veut dire qu'une ou plusieurs des conditions nécessaires au modèle n'est pas respectée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, peut-être que la population était de trop petite taille et qu'elle subit la dérive génétique. Ou alors que notre population de pétunia a subi des mutations, ou des migrations, ou une sélection naturelle, ou qu'elle a subi une sélection sexuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de panmixie. Dans tous les cas, une population qui ne respecte pas le modèle de Hardy-Weinberg pour un gène continue d'évoluer pour ce gène. Donc voilà, cette partie 2 du chapitre est terminée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les cours sur le site internet dont l'adresse s'affiche dans le commentaire de cette capsule vidéo.